Nouvel épisode des Technos, le 414e épisode des Technos. Merci d'avoir choisi une fois de plus de nous écouter. Ça va bien se passer, vous allez voir. Et pour ce 414e épisode des Technos, d'habitude à ce stade-ci, si vous regardez la vidéo, vous voyez directement deux chroniqueurs. On a un petit peu changé la formule cette semaine, l'un après l'autre. On va dire ça comme ça. On va commencer avec Sébastien. Salut Sébastien, comment vas-tu? Hello. Je n'ai rien contre l'autre chroniqueur. Non, je sais bien. C'était une question de calendrier, d'horaire, etc. Non, mais tu précises, tu vois, c'est pas comme si on les séparait chacun son coin. Non. L'autre chroniqueur, on le voit plus rarement, c'est vrai, chez les Technos, bien que ceux qui ont l'habitude de nous suivre depuis très longtemps l'ont déjà vu maintes et maintes fois, dans des hors-séries, par exemple. Casimir. Ah non. Ça, c'était dans l'île aux enfants. C'était dans une autre... C'était notre époque Gloomy Boulga, mais ça, c'est autre chose. Non, c'est Stuff qui développe aujourd'hui des applications pour Vision OS, donc l'OS de Apple Vision Pro, et il nous en parlera donc dans la partie qu'on qualifie de dossier maintenant, la deuxième partie de l'épisode, qui est un petit peu plus long. En général, c'est un sujet plus long. Je dis en général, c'est la troisième fois cette saison, hein, donc voilà, c'est un sujet plus long, ça tombe bien, c'est un bavard, et on va parler donc de pourquoi on développe ce type d'application, comment fonctionne l'OS, puisque lui, il l'a utilisé, il l'a maîtrisé, enfin, il expliquera tout ça dans le détail, vous entendrez ça donc tout à l'heure, et je peux déjà vous dire que moi il m'a dit en off, juste après l'enregistrement, je l'ai pas dit mais je le pense très fort, quand j'ai vu ce device être présenté, ça m'a mis la même claque que quand on m'a présenté l'iPhone. C'est vous dire s'il croit dans ce produit, en tout cas s'il lui voit un avenir. Je sais pas ce que tu en penses Sébastien, si tu vois le même type d'avenir pour ce type d'appareil, sans rentrer dans trop de détails, ton opinion comme ça en passant. Mon opinion, alors là tu me prends un peu de court parce que honnêtement, tu veux c'est quoi? Je ne sais même pas de quoi on parle. Vision Pro. Le casque. Le casque Apple. Ah, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. D'accord, c'est vous dire si Sébastien suit ce type d'actualité, comme quoi vous voyez. Il y a de tout. Oui, est-ce que... non, je suis dubitatif, parce que j'en ai des casques, et David aussi, hein, et on l'utilise pour jouer de temps en temps. De là à ce que ça fasse une révolution... T'écouteras Stuff, tu verras. Je serais content que ça en fasse une, mais voilà. Moi je ne la vois pas encore. Ok. Je ne dis rien de plus, je fais du teasing. Voilà. Rendez-vous dans la seconde partie, parce que là, pour l'heure, c'est le moment, c'est l'instant. Vous le savez, l'actualité. Attends, avant de lancer la 414, tu sais ce que c'est la 414 ? La 414, c'est pas une Peugeot. Non. L'erreur HTTP 414. Parce qu'on y arrive, on va toutes se les faire. La 414, tu la connais pas? Non. C'est une URI trop longue. Donc c'est quand tu as tapé trop de petits caractères dans ta barre d'adresse. D'accord. Que le truc rafraîchit, rajoute, et tu peux aller jusqu'à 2080. Et puis à un moment, le serveur, il dit, c'est trop long. Je connaissais pas la limite 2014. C'est la limite 2083, 2080, ça dépend des navigateurs. Mais après, c'est le serveur aussi. En général, au-dessus de 2000, ça commence à merdouiller. Quand même. Les serveurs DNS commencent à dire tirer la langue, les machins. Non, serveur HTTP. HTTP. Ouais, DNS, c'est pas problème. Ok, bon, ben voilà. On aura appris un truc en plus, évidemment, après 4 minutes. On peut en lancer l'abécédaire ou tout à fait. Pas? Parce que moi, je suis aux ordres, hein, vu qu'il est le seul... non, mais d'habitude, c'est Sébastien et Sébastien. Le dernier, ici, c'est Sébastien. C'est encore plus simple. Sébastien. Pour moi, c'est encore beaucoup plus simple. Allez. Oh, tiens, un petit bug d'affichage, mais c'est pas grave. La lettre C comme Californie... C'est un peu, voilà, c'est des trucs comme ça. C'est comme Californie, Sébastien, forcément, pour parler du nouveau Repair Act aux États-Unis. C'est le droit à la réparation, j'ai presque envie de dire. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça. On va faire comme en France, une traduction en dessous. Le Repair Act. Oui. Donc c'est le droit à la réparation. Alors c'est pas le premier. On en a déjà parlé, mais celui-ci met encore le niveau au-dessus. C'est ça qui est intéressant, donc le droit à la réparation pour tout type de device électronique.
c'est vraiment spécifique sur l'électronique. Hein, réparation de ta voiture, tu peux déjà la réparer, ta maison, tu fais ce que tu veux. Le problème, c'est tout le matos électronique qu'on a qui génère une certaine forme de déchets assez colossale, et donc les autorités se sont dit, on va commencer à le gérer. Et la Californie, ils ont tendance en général, quand ils font certaines lois, d'être assez avant-gardistes. C'est pas les derniers, et donc il y avait déjà l'État de New York et alors de mémoire le Minnesota qui ont déjà un Repair Act, et la Californie ils ont décidé d'enfoncer le puits un petit peu plus profond, du coup les constructeurs vont pas avoir énormément de choix parce que ça va être difficile pour un Apple qui va faire des téléphones qui va vendre à New York et qui va vendre en Californie de se dire je vais faire et on va voir sur quel point ils vont plus loin. Je vais faire par exemple 2 ans d'un côté, 7 ans de l'autre, 5 ans, 10 ans. Donc c'est celui qui va faire la loi la plus restrictive qui probablement va imposer sa vision sur le marché. C'est pour ça que je trouvais le fait intéressant qu'ils aillent un peu plus loin et de voir jusqu'où ils vont. Et donc ça a été voté à l'unanimité. Hein, donc ils étaient 50 sénateurs à voter, c'est 50-0. Hein, tout le monde est d'accord, il veut qu'on puisse réparer son téléphone, sa télé, son machin, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper engagé, avec toutes les associations de consommateurs derrière, iFixit et compagnie, tout le monde était là. Alors en fait, ils ont découpé les devices en 2 types de devices, ils ont fait ça sur base du prix. Voilà, il fallait un facteur comme un autre, le prix étant effectivement un facteur discriminant. Et donc, il y a une tranche qui est au-dessus de $100 et une tranche de matériel entre 50 et $100. Voilà, en dessous de $50, ils estiment que là, ça peut être du consommable et ça ne rentre pas dans le projet ici. Alors, la différence entre les deux, c'est que c'est les durées. Donc, si tu achètes un truc plus de $100, le constructeur est obligé de te fournir des pièces de remplacement et les informations pour réparer ton appareil pendant 7 ans. Ah oui, donc, 7 ans, c'est quand même vachement long. Ouais. Donc, en gros, tous les smartphones tombent là-dedans. Hein, ouais. Ça, c'est inévitable. Hein, quasi tous les smartphones, c'est difficile d'en trouver en dessous de 100 balles. Et si tu es entre 50 et $100, là, c'est 3 ans. Okay. Donc, voilà, 3 ans, 7 ans. 7 ans, ça quand même te permet en général de gérer ta machine, ton device assez longtemps. Donc tu vois, les laptops. Les laptops aujourd'hui sont devenus beaucoup consommables parce que souvent c'est des trucs très intégrés, donc ça devient difficile à réparer. Mais là maintenant tu vas pouvoir tu prends une surface, par exemple, une surface... C'est très difficile. C'est très difficile, c'est une tranche de colle avec des composants dedans. Voilà. En gros, c'est ça. Mais même la plupart des laptops, c'est les ultrabooks, t'as 4 vis, mais tu l'ouvres et derrière t'as une plaquette. Parfois tu peux changer la mémoire, le disque, mais c'est même pas toujours évident. Donc il y a beaucoup de devices qui, en évoluant avec le temps, sont devenus très difficilement réparables. Donc ici, c'est volontaire de le changer. Alors non seulement ce sera fourni aux consommateurs, mais aussi cette information doit être partagée avec les repair shops. Donc toute société qui se dit je vais faire moi de la réparation, eh bien ils doivent avoir la possibilité d'avoir accès à ces pièces détachées à un prix. Voilà, ils n'ont pas défini si le prix devait être abordable ou pas. Je suppose que s'il y a de l'abus, ils repasseront au niveau de la loi, parce que si on te vend les pièces 10 fois le prix du téléphone, ça a peu d'intérêt aussi. Ce sera un foutage de tronche, quoi. Alors ça se faisait beaucoup dans les voitures jusqu'à ce que tu aies un circuit parallèle, où effectivement d'autres constructeurs se disent moi aussi du coup je peux fabriquer cette pièce, quoi. Et ça c'est vrai dans tous les pays, hein. La fabrication locale, en Belgique on dit je vais vous trouver la pièce mais en fabrication belge, monsieur. Oui. Ça veut dire que vous payez 20% du prix. Parce que, est-elle de qualité? Après ça c'est un autre détail. Ouais, mais en voiture, il y a certains standards. Tu peux pas quand même faire encore tout et n'importe nawak. Et puis alors effectivement, donc il y aura la possibilité d'avoir soit de l'OEM officiel, soit du remplacement, soit même des pièces réutilisées. Donc tu vois, t'as un smartphone qui est cassé, mais pas l'écran, mais le repair shop pourrait te reprendre l'écran et le taper sur un autre. Sauf que alors là, il doit te prévenir en disant je te le fais encore beaucoup moins cher, mais c'est un écran réparé, donc voilà. Beaucoup moins cher. Donc un seul truc a été
sorti de la loi et donc n'a pas d'obligation de réparation, c'est les consoles de jeux vidéo. Ah oui. Voilà, ça, ils considèrent, je suppose que c'est un produit trop compliqué ou trop touchy d'un point de vue technologique et qu'ils n'ont pas envie de partager, peut-être. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est exclu de la loi. Tout ce qui est console, bah, tant pis pour vous, quoi. Là, on doit pas le... Peut-être aussi trop de dégâts liés au mécontentement du joueur. Ah oui, à un moment donné, si on te dit, oui, mais je l'ai claqué contre le mur parce que j'ai perdu ma partie... Est-ce que ça tombe sous le coup de la garantie donc tu pourrais très bien vouloir le réparer, tu vois. Oui, bien sûr. Bah, il y a des chances, oui, mais... Voilà. Mais là, tu pourras peut-être le réparer, mais en tout cas, ils n'auront pas l'obligation. Et dernier point là-dessus, c'est que maintenant, donc le truc va être signé et sera en effet à partir du 1er juillet 2024, donc on a encore un petit peu de temps avant que ça se passe. Mais les constructeurs doivent déjà se préparer parce qu'il y aura un effet rétroactif sur tous les appareils électroniques produits à partir du 1er juillet 2021. Ah oui, oui, quand même. Donc tous les gars qui vendent des trucs depuis 2 ans, eh ben, il va falloir qu'ils se démerdent pour fournir des pièces de rechange. Ouais. Ça la merde. Ça risque d'être un petit chouïa compliqué pour certains. On sait, alors j'ai pas les noms, mais on sait qu'il y a des fabricants, par exemple, qui prévoient d'avoir des stocks de pièces de remplacement pour une durée relativement limitée. Donc, il va falloir refabriquer des pièces de remplacement, remonter sur les chaînes, etc. Ça va coincer à un moment donné. Voilà. Et ça risque aussi d'avoir un effet sur les prix de certains devices, en disant, bon voilà, il faut gérer ça derrière, et donc ça a un prix. C'est le prix, ici c'est le prix à payer, excuse-moi, mais je trouve que mais voilà. Ça responsabilise tout le monde, en fait, c'est ça qui est bien. Oui. Pour une fois, on peut dire que c'est une bonne... Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et puis tu as, alors je sais pas en France si ça se fait, mais en Belgique, il y a des repair cafés qui sont faits parfois, et c'est des groupes, voilà, c'est assez sympa, où tu peux... aller voir, il y a des gens qui sont un peu doués de leurs petites mains et qui vont aider à réparer le mixeur, le machin. C'est pas limité à et dans certains hypercafés, c'est social. C'est plutôt, oui, c'est à vocation sociale. Des fois, il y a un petit droit d'entrée, une petite dîme, on va dire, pour payer un coût au réparateur. Et puis, tu as des réparateurs qui se sont bien équipés aussi, qui sont des vrais passionnés de réparation, et qui sont équipés en imprimante 3D, et qui vont refaire le bouton de la cafetière. Oui, il y a des gens qui ont un savoir admirable et une patience, parce qu'il faut les petites... parfois, il faut quand même aller délicatement, les constructeurs n'ont pas toujours fait des trucs sympas. Par rapport aux propriétaires de la cafetière aussi, hein, il faut être des fois patient. Oui. Parce que c'est pas toujours... Mais il y a des trucs, puis j'arrête avec les anecdotes à la con, il y a des trucs qui m'ont déjà vachement emmerdé, et sans faire de promo, tu vois, il y a les aspirateurs de table. Tu vois, les aspirateurs de table, genre le truc, après 6 mois, la batterie, elle a claqué. Donc tu faut te le démonter. Ça te prend 1 heure à démonter parce qu'ils ont bien foutu de la colle partout, et t'as pas envie d'en faire 50 pièces. Et à chaque fois, tu te retrouves dans les modèles pas très chers à des batteries faites sur mesure, soudées, que de toute façon, tu sais rien foutre. Il y aurait bien une solution, ça va t'énerver, hein, mais c'est de ne pas en acheter. Eh bien non, j'ai acheté une marque spécifique. Non, parce que je vais te dire un truc, on va digresser comme ça à chaque sujet, ça va être super. Mais il existe des petites balayettes de table mécaniques qui fonctionnent très très bien avec des petits poils et tout, et il suffit de passer, et il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile, et ça fonctionne. Mais on aspire tout avec ça, nous. Tu vois, il y a la petite on a plein de moustiques morts pour le moment. C'est comme ça en Belgique, je sais pas, t'as les gros moustiques et le matin, ils sont tous morts par terre et la petite les pointe un par un en disant mort, mort. Donc tu dois les aspirer, je vais pas les faire avec ta petite balayette, moi. Bah si, tu pourrais. Mais c'est dégueulasse, c'est les grosses pattes. C'est pas, il va perdre toutes ses pattes. C'est pas très solide. J'ai envie de vous poser la question, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut acheter un aspirateur de table électrique qui coûte cher et avec une batterie qui sera pas recyclée, etc. Ou alors se servir d'une bonne vieille lavette? Non. Maintenant, il y a une marque qui commence par un D et qui termine par un zone où tu peux avoir toutes les parties se réparent. Oui, tu peux acheter toutes les pièces détachées, et j'en ai un, la batterie a claqué après un certain temps, pas de problème, j'ai acheté une batterie de remplacement, je l'ai changée, 5 minutes. C'était plié, c'est super facile à réparer, ça m'a coûté 3 fois le prix de l'autre aspirateur, mais j'en ai un qui est là depuis 10 ans.
Mais pour revenir sérieux 10 secondes et passer à la suite. Ensuite, le Fairphone, quand on parle de téléphone, c'est un téléphone qui fonctionne très bien. Alors j'ai appris un truc que vous verrez plus tard. C'est que le Fairphone, ils ont fabriqué aussi des écouteurs. Un casque comme le casque à Apple, le même genre, mais où toutes les pièces aussi sont réparables. Donc c'est dans le même esprit. T'as une certaine forme de fierté, tu vois, quand tu sais le réparer. Oui, bien sûr. Moi j'aime bien. Voilà. J'aime bien cet article. Oui, moi j'aime bien cet article aussi. Et on a mis la source, parce qu'on aime tellement, comme tous les articles dont on parle d'ailleurs, hein, c'est pas exclusif à ce sujet. On met toutes nos sources, évidemment, en description de l'épisode, dans les notes de l'épisode, et sur notre blog, lestechno.be. On passe à la lettre L comme Linux, évidemment. LTS, c'est-à-dire le Long Term Support de Linux du kernel Linux, sera limité à 2 ans. Sébastien. Ah oui, je vois que j'ai oublié un i quand même. Oui. Dans le titre, il sera limité. Je l'avais changé à un endroit et pas à l'autre. Tu vois, oui, donc voilà. Chose qui arrive. Hein. Bah oui, malheureusement. Dyslexique. Et donc, alors, c'est pourquoi le LTS. Je vais essayer de faire simple parce que tout le monde n'est pas forcément. Donc déjà, le Linux, ouais, tu vois, ça on gère. Hein. On gère. Oui. Ah. Et alors, il y a un noyau qui est mis à jour, hein, donc c'est la base de distribution Linux, et c'est mis à jour assez régulièrement. On a quasi tous les jours, toutes les semaines, une mise à jour mineure, et puis quelques fois par an, une mise à jour majeure. Hein, donc les versions 5.4, 5.5, 5.10, machin, et on est maintenant 6.14, 6.15 et des poussières. Et donc, de temps en temps, effectivement, il y a des noyaux qui sont définis en disant « celui-ci, il va être supporté pendant plusieurs années ». Parce que sinon, les autres, une fois qu'il est sorti, qu'il y a un nouveau, c'est fini pour toi. Donc, en tant que constructeur, quand tu fais du hardware, tu dis « là, j'ai un noyau pour lequel, si je fais tout mon développement sur base de ce noyau, je sais que pendant quelques années, je vais pouvoir suivre, avoir les patchs de sécurité, c'est ça le plus important, sur cette version du noyau. » Ça se fait, c'est aussi important parfois sur des serveurs, sur des spécifiques, des instances où tu dis je veux absolument garder cette même instance avec cette même configuration, et tu sais qu'au moins les petits deltas de sécurité tu vas pouvoir les récupérer. Ouais. Sauf que effectivement, long term support c'est long par définition, hein, et ça pose un problème parce que maintenant il y a la 4.14, la 4.19, la 5.4, la 5.10, la 5.15, la 6.1. Et il y en a une nouvelle qui arrive à partir de janvier, donc janvier 2024. Donc là, ça commence à faire beaucoup de kernels, et le problème, c'est que les problèmes, il y en a plusieurs, c'est que l'équipe, elle n'est pas extensible. Il y a une équipe de mainteneurs, ils font ça c'est pas les développeurs du noyau, il y a une équipe spécifique de mainteneurs, donc il y a à peu près 2000 devs qui sont actifs, c'est pas toujours les mêmes par noyau. Et donc là on doit compter à peu près 10 fois moins dans les mainteneurs, hein. Donc et les mecs font ça le soir en plus de leur taf, donc ils disent en gérer quelques-uns ça va, maintenant ça commence à faire beaucoup, et donc on va réduire à 2 ans les noyaux, comme ça au fur et à mesure ils vont tous commencer à péricliter, ils vont pas laisser tomber ceux qui sont là, mais ils disent au fur et à mesure, il y en aura de moins en moins, parce qu'on va les faire sur 2 ans, donc on va réduire la voilure, et on encourage les sociétés qui emploient et qui utilisent beaucoup Linux à mettre un peu la main à la pâte, parce que il dit cette partie n'est pas financée. T'as beaucoup de sociétés qui vont financer effectivement tout ce qui est support de nouveaux trucs, device à eux, parce que AMD, Intel... pas Nvidia, certainement pas, et d'autres qui vont financer le fait que avec des développeurs à eux, on va supporter la nouvelle carte graphique AMD, le nouveau machin, le nouveau processeur Intel, ils ont plein de tech, mais après sur la maintenance, plus de problème, tu vois. Et donc là c'est un peu un cri d'alerte de l'équipe en disant on n'en a pas assez, ils ont pas payé, ça va jamais tenir le coup longtemps. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième, c'est en plus, on vient d'exploser leur charge de travail. Alors ça fait un certain temps que on utilise. Enfin d'abord, t'as trouvé un bug de sécurité, t'as des équipes, des boîtes qui font des recherches en disant, je vais essayer de trouver toutes les failles. Hein, t'as des boîtes spécifiques en sécurité pour essayer de s'assurer d'avoir le truc le plus sécur possible. Et en général, c'est des humains qui cherchent, qui lisent du code, et donc ça prend du temps. Hein, ils vont pas t'en sortir non plus 12 tous les matins. Sauf que Google et d'autres boîtes ont développé des outils qui analysent ce code et ils créent ça va analyser les différents embranchements pour essayer de se dire, là, dans ce cas précis, on va avoir une faille de sécurité. C'est une forme d'intelligence artificielle qui est une forme. Service... Oui, c'est ça, une forme de... Mais du coup, ça génère beaucoup de reports de sécurité, parfois des faux positifs, qui doivent être analysés derrière par les équipes, parce que ça crée plein de rapports en disant, bah oui, mais ils doivent les gérer, et ils doivent voir si effectivement c'est crucial, et il faut le corriger sur les versions LTS ou pas. Et donc, il dit, en même temps, on en a beaucoup, en même temps, on est en train d'exploser le nombre de bug reports, et bon, les gars, c'est pas que j'ai envie de me blinder devant ma télé, mais on n'est pas payé pour, quoi. Ouais. Donc, c'est un problème. La solution pour le moment retenue, c'est on réduit. Ça risque de poser certains problèmes à certains constructeurs, parce que si c'est faire le premier sujet, ils doivent supporter pendant 7 ans la réparation, et qu'en même temps, ici on limite à 2 ans, voilà, ça risque de coincer un petit peu là-dedans. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de nouvelles positives. Il y a encore d'autres points plus compliqués, parce que je vais encore en citer un, j'ai encore 17 secondes, hein, je vois plus ou moins avant mon timing. C'est que on est en train de, en même temps, d'intégrer jusqu'ici, le noyau Linux c'était du C. Voilà, le C, langage basique. Non, c'est pas basique, hein, on dit. Non, C. justement pas. Le C. Et donc, hyper connu, plein de gens l'utilisent, etc. Et même des vieux coucous comme moi et David, on s'y programmait en C, on programme en C, et d'autres. Sauf que pour certaines raisons de sécurité, parfois un peu de tendance, mais à la base, l'explication est surtout sur de la sécurité, mais on rajoute du Rust, maintenant un autre langage, qui est vraiment très, comment dire, très paternaliste avec le développeur, hein, en disant vraiment, là, je pense que tu te trompes ou que c'est dangereux. Hein, même s'il n'y a pas d'erreur, il te laisse pas faire des choses qui sont dangereuses. Rust est vraiment très, très bien foutu, mais c'est un langage différent. Voilà, c'est un langage différent, et c'est intégré depuis peu dans le kernel. Donc là on dit, et en même temps, les pauvres gars, ils sont déjà pas beaucoup, et maintenant, ils doivent apprendre un nouveau langage pour faire le support du truc. Il dit non les gars, c'est trop. Ouais. Donc voilà, on verra s'il y a des solutions, mais jusque-là... On arrive je pense que tu seras d'accord avec moi, mais on arrive quand même à des niveaux de complexité qui deviennent humainement, et d'où ma réflexion sur l'intelligence artificielle, d'où humainement ça devient difficile pas de faire, mais de contrôler l'ensemble des process, l'avant, pendant, après. À un moment donné, il va falloir s'outiller, quoi. Il faut, parce que ça va plus être humainement possible. Ou alors on s'arrête. Oui, mais c'est difficilement expliqué à quel point c'est compliqué de décrire le code que ces gars font. Mais c'est très compliqué. Et il y a peu de devs que je connaisse, j'en connais quelques-uns qui en sont capables et qui le font, ou on participe, etc. Mais c'est une minorité dans les développeurs, parce que c'est vraiment des sujets qui sont hyper compliqués et qui sont pas reconnaissants, parce que le mec qui va réécrire du code 50 fois pour gagner 2 millisecondes sur une boucle, tu dis on en a rien à foutre, mais en même temps ça a des impacts majeurs derrière en général, et donc c'est très compliqué. Ok. C'est pas la première fois qu'on vous parle de Linux dans ce podcast, et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. C'est la barbe, c'est la barbe. C'est la barbe. La barbe, il est obligé, c'est forcé. La lettre N comme Nintendo. Une Nintendo qui serait dans le viseur de Microsoft, Sébastien. Oui, je vais finir par faire un numéro qui va faire plus long que si on était deux. Oui. Je vais essayer de faire to the point. Nintendo, tout le monde connaît Nintendo, tout le monde connaît Microsoft, tout le monde connaît l'histoire récente de Microsoft qui vient de racheter
Activision Blizzard. Hein, et donc effectivement, il y a enquête dessus pour savoir si ça crée un problème de concurrence. Et comme il y a enquête pour savoir s'il y a un problème de concurrence, il y a des documents qui sont échangés avec la FTC aux États-Unis, un truc anti-concurrence, enfin anti-monopole. Et certains documents fuitent un petit peu en se disant tiens, t'as vu, c'est des échanges de Microsoft, c'est intéressant. Et dans les échanges, il y a donc les fuites sont assez amusantes. Donc effectivement, Microsoft c'est des échanges de mails internes entre des gars de Microsoft. C'est amusant à lire. Il y aurait des envies sur certaines sociétés. D'autres boîtes de jeux vidéo, mais qui, voilà, certaines ont été voulues et puis plus. TikTok, hein, c'est un moment, on en a parlé pendant tout un temps. Et Nintendo. Alors, Nintendo, ça aurait pas été la première société que je me disais, tiens, Microsoft va racheter quoi cette année? C'était Nintendo. Et donc, apparemment, ça fait quelques temps que Microsoft a Nintendo dans le viseur. Nintendo n'est pas spécialement facile à racheter parce que Nintendo a beaucoup d'argent. Ouais. Donc Microsoft se dit que c'est pas le moment, mais qu'il regarde Nintendo et que Nintendo va perdre au fur et à mesure son petit bas de laine parce que voilà, ils se disent que ça va diminuer avec le temps. C'est épuisé. C'est épuisé. Et que pendant ce temps-là, Microsoft doit essayer d'être copain-copain avec Nintendo pour faire des petits trucs avec eux pour que les sociétés commencent à s'apprécier. Pour qu'au moment donné où Nintendo aura un prix qui soit acceptable par Microsoft, que Microsoft puisse racheter Nintendo. Et donc c'est marrant parce que pour une fois, on est aux prémices d'une stratégie de rachat d'une grosse boîte par une autre, et donc c'est pas juste un truc qui est fait sur un bout de papier vite fait en un coup. Ici, c'est vraiment une stratégie à long terme on le regarde et un jour on va se le faire, tu vois. Un jour on va se le faire. La question, c'est de savoir aussi si d'abord si c'est vrai, si c'est pas un fake qu'on a fait circuler pour influencer le marché, pour influencer certaines acquisitions, ça paraît gros quand même que ça fuite à ce stade-là. À ce stade-là, ça pourrait fuiter plus tard, mais là, quand même, au tout début du chantier, c'est quand même très, très surprenant, quoi. En même temps, il n'y a pas de démenti de Microsoft non plus, hein. Non, mais quelque part, on les montrerait du doigt, oh, ils ont démenti un peu trop vite. Tu vois, oui, mais on est dans un podcast de complotistes. Oui, c'est presque ça. Mais je ne savais pas. La Terre plate. D'ailleurs, la Terre, l'eau n'existe que dans 2 états, gazeux et plat. La Terre n'étant pas une gazeuse, ça l'est gazeuse, elle est plate. Voilà. Donc, non, mais... oui, je sais pas. C'est une excellente question. Je sais pas, mais en même temps, je trouve la stratégie de Microsoft assez logique jusque-là, et ils sont effectivement assez axés jeux vidéo pour le moment. Hein, oui, bien sûr. Quelques années. C'est un secteur qui est quand même assez rémunérateur. Donc, quand tu le mets sur papier, ça fait sens. Parce que tu vois, Nintendo ne fait plus beaucoup d'innovation. Je vais me faire fusiller avec ça. Ils ont la Switch, hein, qui est une top console. Mais c'est pas le Nintendo d'il y a 20 ans, quoi. Non. Hein, ils font en général une console entre les deux. Oui. Entre une sortie de 2 Xbox ou des 2 PlayStation, parce qu'à ce moment-là, les autres sont un petit peu moins bons, et eux, ils peuvent sortir quelque chose qui est milieu de gamme, mais qui se vend, quoi, tu vois. Comme tu le disais, ils ont des sous, il se peut très bien qu'il y a un moment donné, ça dépend des fois de tellement de peu de choses, hein, ils ont des sous, mais l'innovation nippone est un petit peu en deçà, on en avait parlé il y a quelques mois. Ils ont un peu de mal, quoi. Ils ont du mal pour l'instant, effectivement. Oui. Alors, autre info dans tous les échanges, et puis comme ça, pour moi on est bon, je serai en dessous des 4-5 minutes, c'est qu'il y a 2 consoles qui vont arriver aussi sur la Xbox, et j'ai essayé de retrouver les dates, et je scroll, mais je ne la vois plus. Il y en a une qui est prévue, que je ne me plante pas pour l'année prochaine, sinon il faudra aller voir dans la source après. Hein. Oui, parce que et une pour dans 4 ans, je pense. Donc, oui, c'est ça. Une pour 2024 et une pour 2028. D'accord. Donc ça, c'est une nouvelle génération, 2028, 2024, peut-être juste une petite update. On a le temps de voir, hein. 5 ans. Oui. Hein, il peut de l'eau à couler sous les ponts, tonton. Oui. Ok, on a fait le tour du sujet ?
Oui, tout à fait. Voilà, et comme il n'y a pas d'autres chroniqueurs auxquels poser la question de savoir t'aurais un truc à rajouter, on peut passer à la suite. Avec la lettre T comme télescope. Les télescopes sous le feu de pirates. Qu'est-ce qui se passe avec les télescopes? Ouais. J'ai essayé de trouver un meilleur titre, mais j'étais pas super motivé sur le titre. Je me dis, oh, je trouve un truc avec les aliens, machin, etc. Mais j'ai pas trouvé. Si vous avez un meilleur titre, vous pouvez toujours le dire, mais ce sera trop tard pour le changer, mais ouais, j'avais pas l'inspiration sur le titre. Mais voilà. Oui. Il y a des trucs comme ça. Pourtant, j'avais envie d'en parler. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Ce sont des pirates mystérieux. Ça, on peut le dire. Des pirates, non, des pirates, oui, des pirates informatiques, hein. On s'entend, c'est pas. Il y a pas de. Oui, c'est ça, il y a pas de truc pour. Pas de capitaine Crochet, etc. Non, tout à fait. Donc ici, deux observatoires astronomiques, un à Hawaï, un au Chili. Ils ont dû arrêter. Voilà, parce que voilà, ils se sont fait pirater et pas de bol, ça marche plus. Et donc, comme les télescopes, maintenant, c'est pas un truc où tu mets juste ton œil et tu regardes, mais c'est beaucoup de data qui reviennent et qui est analysée. Hein, donc c'est surtout maintenant des grosses sources de données. Comme ils ont été arrêtés, il y a plus de data. Et donc c'est effectivement ils sont très dépendants de l'informatique. Tous les télescopes aujourd'hui, ils sont même pour certains reliés entre eux pour pouvoir faire ensemble, synchroniser et faire une vue complète. Et ici, effectivement, ces deux-là sont deux observatoires importants que pour pouvoir réussir à avoir une vue complète de tout le ciel pendant la nuit. Donc aujourd'hui, on n'est plus capable de le faire parce qu'ils sont à l'arrêt. Alors c'est pas la première fois qu'on a des télescopes qui sont attaqués. Il y en avait un une fois au Chili également, et il est resté 60 jours dans le noir parce que il fallait le temps de réparer et trouver le truc. Pourquoi j'en reparle? Parce que voilà, ça pourrait être juste un rançon, un piratage juste pour le fun. C'est que en fait, il y a un petit peu de macroéconomie derrière. C'est ça que le truc est un petit peu plus croustillant. C'est qu'effectivement, les pirates, on sait pas qui, mais on se pose des questions sur le pourquoi. Et si effectivement c'est un groupe, parce qu'il n'y a pas de revendication, et donc où on n'en parle pas, on donne pas les infos volontairement à la source. L'espace est important aujourd'hui d'un point de vue économique pour certaines nations. On parle essentiellement des États-Unis. L'espace est effectivement une forme de recherche, et il y a pas mal de retombées importantes pour les États-Unis. Et c'est une guerre, comme on l'a vu encore pendant l'été, entre les différentes nations pour essayer d'envoyer soit une capsule, soit d'aller faire exploser des trucs sur la Lune. Ça dépend, chacun a sa volonté. Et donc, pour le moment, c'est moyen. Il y a une guerre économique derrière en disant il y a des choses à aller récupérer dans l'espace. On verra. Et donc, on penche plus sur une attaque d'un gouvernement qu'une attaque effectivement d'un groupe, parce que effectivement il y a des enjeux économiques derrière qui sont importants, les États-Unis déclaraient je sais plus quand, pas si longtemps que ça, que la prochaine guerre mondiale commencerait par l'espace. D'accord. Donc pour eux, ils considèrent que attaquer la prochaine guerre va commencer par détruire tout ce qui est satellite de surveillance et de communication. Et donc, c'est effectivement un secteur aujourd'hui qui est sous pression militaire, et on disait il faut faire attention à nos satellites. Et c'est vrai que si quelqu'un arrive pour désaguer ton satellite de la Terre, c'est difficile de le protéger. On a vu récemment, suite à la publication de la biographie d'Elon Musk, l'importance que pouvait avoir SpaceX, par exemple, les satellites de SpaceX, dans un conflit comme en Ukraine, par exemple. Donc, on sait aussi, on n'a pas besoin de l'expliquer longuement, que les systèmes GPS et autres, parce que ça se développe de tous les côtés aussi, c'est important aussi pour pouvoir localiser des objectifs. Enfin voilà, tout vient de l'espace aujourd'hui, ou quasiment. Sur le terrain, il n'y a pas énormément de choses en fait qui se passent. Enfin si, c'est là que ça se passe, mais c'est une observation globale qui fait qu'on peut faire des choses, en gros. Voilà, on voit beaucoup de choses de l'espace.
Tu ne vas pas me livrer une terre plate, hein. On voit si on doit aller plus à gauche ou à droite, si on ne veut pas que l'eau déborde. C'est ça. Ou que le chat fout tout par terre, parce que voilà. C'était pas une tortue? Je ne sais plus. On a fait le tour de ce sujet qui est... Enfin, ça fait là où ça va se loger quand même, hein, tous ces conflits, ces tensions... on ne nous dit pas tout, comme dirait... Ouh là là, non, voilà. Et ça complique tout, évidemment. Forcément. Allez. La lettre X, tiens, pourquoi pas. Comme Twitter. Ah oui, celui-là, je suis fier. Moi, je l'ai vu écrit différent, c'est remplacer le W par le X, le Twitter. Voilà. C'est imprononçable. Ici, c'est prononçable quand même. On parle de Twitter, ex-Twitter, le nouveau X, enfin, nouveau, ce truc que Elon nous promet, qui devrait peut-être un jour devenir payant, paraît-il, auquel cas, vous ne nous y trouverez plus. Plus compliqué que ça. Mais X valide maintenant les identités digitales. Et ça a du sens quelque part. Ben oui, et en lisant le truc, j'ai dit, enfin, pourquoi ils l'ont pas déjà tous fait? Nota bene, j'ai une boîte qui est fortement dans les identités digitales, hein, donc c'est pas comme si je connaissais pas le principe, et on a des normes européennes qui sont top là-dessus, et qui permettent de valider plein d'identités, et c'est avec cet esprit, et ce fait qu'on soit européen, hein, que en lisant l'article sur TechCrunch, médias américains, moi ça me fait assez sourire parce que l'article est assez négatif en disant t'as vu Twitter il va commencer à vérifier si tu es une vraie personne avec ton identité digitale en utilisant une société spécialisée là-dedans en Israël et en plus ils vont garder les données sur toi pendant 30 jours. Et c'est avec, t'imagines, avec ton nom, ton adresse, Attends, t'as mes libertés. Oui. Et donc les Américains tout de suite sont en train de brûler tous les trucs parce que ils ont une certaine forme de défiance vis-à-vis du gouvernement. Et moi, avec mes yeux d'Européen, je lis ça, je dis bah oui, mais c'est la seule chose que je demande à mon gouvernement. Moi, c'est le fait de gérer les identités et donc le service population de son pays. C'est la base du pays. Et donc, donc nous, on n'a pas cette forme de défiance de la population. L'Europe a imposé à tout le monde. Il n'y a personne qui a été dans les rues en disant on veut pas d'identité digitale. On est tous très contents d'en avoir une. Bon, certains un peu moins, mais tout le monde, bref, la majorité est quand même contente d'avoir une identité digitale. Ça simplifie beaucoup de paperasse. Et donc, voilà, ici, ce sera une possibilité pour accélérer la procédure de validation de ton compte avec ton petit logo, tu es validé. Ce sera pas obligatoire, ce sera peut-être un jour obligatoire. Peut-être que depuis c'est obligatoire, hein, parce que Twitter ça change, que t'es pas fini ton article, il a déjà décidé autre chose. Mais normalement ce n'est pas obligatoire et c'est juste une incentive. Ouais. Quand tu dis que chez nous, c'est plus facilement accepté, cette identité numérique, c'est à moitié vrai. Parce que dès le moment où tu rajoutes des données biométriques à cette identité, là, tu as des levées de boucliers. On l'a vu, par exemple, avec les empreintes digitales, et les choses comme ça. Oui, mais ça a été fait. Ou la DNN, tu vois, ça a été fait. Qu'on veut rajouter. Ça a été fait en Belgique et ça a été fait dans pas mal de pays. Oui, mais ça crée des débats. On est bien d'accord. Hein. Ça crée des débats, mais... Il y a du pour et du Alors contre. en Belgique, oui, il y a du pour et du contre, ça crée des débats, mais pas sur... on a trouvé un compromis à la belge hein, là-dessus. Sur la carte belge, on a aussi effectivement l'empreinte digitale depuis 2-3 ans. Donc carte d'identité classique, pour ceux qui n'en ont pas encore, parce qu'en France c'est obligatoire maintenant, c'est ce genre de truc, une forme carte de crédit. Ouais. Et en Belgique, on a une puce derrière, et en France aussi. Je ne sais plus s'il est derrière. Et donc, nous, on a ça depuis 20 ans. En Belgique, c'est vieux comme le monde. Et en France, effectivement, c'est assez récent. Il y a France Connect, il y a plein de choses qui sont l'air de découvrir. On a parlé la semaine passée de France Connect. Qu'on connaît depuis, voilà. Et donc, quand on a ajouté les empreintes, parce que nous, on avait juste remplacé le papier avec ça. Hein, on avait fait des trucs sympas avec des signatures électroniques, mais on n'avait pas été plus loin que ça. Et on a collecté donc les empreintes biométriques. Donc je pense que c'était juste le pouce,
de chaque doigt, je ne me souviens plus. Et ça a fait effectivement scandale en Belgique, un gros débat là-dessus. Je dis que le pouce de chaque doigt, c'est compliqué. Oui, de chaque main. De chaque pied. Mais 4 pouces. Tiens. Et donc le compromis belge, ça a été de mettre ça effectivement sur la carte d'identité, mais de ne le stocker au niveau de l'État que pendant 30 jours. Et après, ils le détruisent. Donc, parce que la crainte, c'était que l'État, sous couvert de biométrie sur la carte, se fasse une base de données avec toutes les empreintes de toute la population. Et ça a été refusé. Donc, le compromis belge, c'est pas de problème, on peut le faire, tu peux le vérifier vis-à-vis de ta carte parce que cette empreinte a été signée avec le certificat, mais voilà, c'est stocké par personne. Donc, voilà, il y a toujours une solution pour essayer de s'assurer que les droits de chacun soient préservés. Il y a toujours une solution et un compromis. C'est une bonne conclusion, j'ai l'impression. Non ? Voilà. Oui, c'est une bonne conclusion. Moi, je trouve que c'est une bonne conclusion, ce sujet Twitter, on va l'appeler comme ça. Dis, Sébastien, on va t'abandonner. Oh, ah oui, Jésus. T'as vu ? Ceux qui ont l'image auront eu un petit vertige quelques secondes, mais c'est pas grave. Si vous nous écoutez en audio, ne touchez à rien, tout va bien se passer. Restez on peut faire un écho aussi, si tu veux, pour faire le même effet. Non, jamais de la vie. On va te remercier et te laisser vaquer à tes occupations. Oui, j'ai soif aussi, parce que 40 minutes à tenir le micro, j'ai soif. Voilà, c'est ça aussi. Donc c'est un peu ça. Cet épisode est un petit peu bousculé, vous l'avez compris, mais on finit toujours par s'en sortir et surtout à vous proposer du contenu, on l'espère, intéressant, ou que vous avez trouvé intéressant et que vous avez envie de partager éventuellement avec vos amis, sur lequel vous avez envie de liker, de mettre des pouces, des étoiles si vous êtes sur une application de podcast, de commenter, c'est bienvenu aussi. Et si vous n'avez pas aimé, partagez-le avec vos ennemis, c'est très bien aussi. C'est par exemple, pour inverser la tendance. Merci Sébastien, on va se dire à très bientôt, je sais pas quand, j'ai pas le planning sous les yeux, mais ce sera d'ici peu de temps, j'imagine. On se dit à très bientôt, parce que là, il est l'heure de la seconde partie de l'épisode, qui commence dès maintenant. Et dans le dossier de cette semaine, il est question de parler d'Apple Vision Pro et de ce qui l'anime, c'est-à-dire l'OS, Vision OS. Pour ce faire, j'ai fait revenir une vieille connaissance avec laquelle on avait déjà parlé d'Apple, rappelle-toi, il y a déjà bien longtemps, et pas que d'Apple d'ailleurs, c'est notre ami Stuff. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente mais très succinctement. Stuff, c'est un vieux de la vieille du podcast belge, il y a très longtemps, il y a déjà presque 20 ans, pas loin en tout cas, où tu avais lancé le premier podcast qui parlait d'Apple à l'époque déjà, et ça remonte au début du podcasting, c'est-à-dire 2004, 2005, quelque chose comme ça. Donc voilà, Stuff est belge, vit maintenant en Allemagne, est très impliqué dans ce qui est technologique, mais aussi dans ce qui est écologique et éthique. On en a déjà parlé, on va pas le ressasser à chaque fois, mais si je fais ce préambule, c'est peut-être aussi pour expliquer ton point de vue, parce que c'est un point de vue qu'on vous propose évidemment, c'est le point de vue d'un jeune, du coup, développeur, puisque, chaque fois quelque chose de nouveau, on redevient junior un temps avant de repasser senior un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que tu vas bien, Stuff, ceci dit, je t'ai pas encore posé la question. Écoute, je vais très très bien. Mai 2005 pour Pomcast, donc c'est une histoire d'il y a plus de 18 ans. Voilà. Mais bon, on l'a fait pendant quelques années, et puis après, c'est un peu comme les Village People avec YMCA, on continue à m'en parler, mais ça fait longtemps que je chante plus en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est comme ça qu'on entre dans la légende en fait. C'est un petit peu ça le principe. Donc on va parler. Comme les Village People. Oui, c'est ça. On va parler Vision OS. Alors, ce qui est particulier, quand même, on rappelle, le device, ce sont les lunettes d'Apple, si je résume très très fort, dont on a un petit peu parlé chez les technos, parce qu'on est moins focus aujourd'hui sur les produits Apple qu'on a pu l'être dans le passé. Il y a énormément de podcasts et de sites web qui en parlent, donc on s'est un peu démarqué par rapport à ça. Mais malgré tout, ce qui nous intéresse, c'est l'interactivité que propose cet appareil et les différents modes d'interaction que propose l'OS, forcément, et le device. Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais. Bon, je vais commencer par dire que Vision OS, ça s'écrit avec un petit V, et non pas avec un grand V.
Ah bah zut. Donc voilà. Je corrigerai. Voilà, tu corrigeras. Hein. Mais par contre, Vision Pro, tu l'as bien écrit, c'est bien en 2 mots, Vision et Pro. Oui. Ce qui veut dire que très probablement, on aura droit à un Vision tout simplement à un moment donné, ou un Vision Max ou un Vision Lite. Enfin, tu vois le marketing d'Apple. Ouais. Et ouais, en gros, c'est comme tu l'as dit, c'est ni plus ni moins qu'en gros ce que par exemple Meta fait avec le Meta Quest, ou par exemple Microsoft avec le HoloLens. Il y a d'autres produits de HTC et d'autres. Donc Apple a regardé pendant des années ce que les autres faisaient, et puis il a fait de ce que moi j'ai pu en témoigner en mieux. Et voilà, le mode d'interaction, puisque tu me posais la question, c'est t'as aucun accessoire, c'est-à-dire que tu fais tout avec tes mains, tes yeux et ta voix. Oui, c'est ça qui est particulier, c'est que la base, l'ordinateur, c'est le clavier, c'est les mains. La voix, bah, ça commence tout doucement aussi avec certains devices, je pense Google Home par exemple, Alexa et des choses comme ça. Ça, on l'a bien compris aussi. Par contre, les gestes, enfin, là aussi, il y a des fois des particularités dans certains devices. Je pense à certains drones par exemple qui peuvent réagir quand on leur fait certains gestes, ou des appareils photo. Maintenant, tu fais une certaine gesture, comme on dit, et ils réagissent. Et ici, c'est l'ensemble de ces fonctionnalités que tu dois réfléchir ergonomiquement, comment l'utilisateur va s'en servir. C'est ça la difficulté du truc, en fait. Ouais. Bah écoute, je suis en train de préparer 2 talks sur Vision Pro et Vision OS. Un que je vais donner ce samedi à Francfort en Allemagne, et un que je vais donner en Italie, à Bologne, en anglais, dans 3 semaines, je pense. Donc du coup, je me suis beaucoup attardé sur la chose depuis que c'est sorti au mois de juin. Et comme tu le dis, moi qui ai à la base ce qu'on peut considérer comme un senior Swift ou SwiftUI ou iOS développeur, aujourd'hui je me considère surtout comme un junior Vision OS développeur. Donc on est tous un peu juniors. Et pour en revenir à la gestion des mains et tout ça, c'est un device qui est bourré d'électronique, c'est-à-dire qu'il y a 12 caméras, dont 2 caméras HD, et les 10 autres, en gros, c'est des caméras qui tout simplement traquent tes mains. C'est-à-dire qu'il y en a déjà 4, enfin 2 de chaque côté qui regardent vers le bas. Ouais. Il y en a 2 qui regardent sur le côté. Ensuite, à l'intérieur, il y en a 2 par œil. En français, par yeux, je suppose, par œil. Par œil, oui. Et en parallèle de ça, il y a aussi 5 sensors, quoi. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un lidar qui scanne la pièce, et plein de choses aussi. Il y a 6 micros aussi, au passage. Donc voilà, tu risques pas de pas être entendu. Et il y a surtout, pour tout ça, une puce spécifique qui est pas le M2, qui est ça le CPU normal entre guillemets qui s'occupe de Vision OS, mais la puce R1 est une puce qui est faite expressément pour s'occuper de la gestion de toutes ces informations, et pour retransmettre entre le moment où la caméra en face voit et le moment où toi tu le vois à l'intérieur sur les écrans 4.5K. Donc il y a 2 écrans 4.5K à l'intérieur, donc en gros 2 écrans d'iMac à l'intérieur. Il se passe 12 millisecondes. Et 12 millisecondes, c'est 8 fois plus rapide que le clignement d'un œil. Donc a priori, en gros, autant dire que... il n'y a pas de malaise par rapport à l'utilisateur, il n'y a pas de ce lag qui pourrait être gênant dans l'usage, quoi. Donc voilà, c'est impressionnant. Dans la gestion, au niveau du codage, sans rentrer dans trop de détails, est-ce que tu as accès à toutes ces sources de manière spécifique, ou à la base déjà le device gère une partie c'est du son, c'est de l'image, c'est de la gesture, et après vous vous débrouillez avec ça? D'abord, il y a une partie, évidemment, je veux dire, protection de la vie privée. Donc, Apple fait bien gaffe à ce que tu aies, en tant qu'utilisateur, pas forcément tout à ta disposition. C'est-à-dire que, par exemple, en tant qu'utilisateur, tu ne sauras jamais où regarde en tant que développeur, tu ne sauras jamais où regarde un utilisateur. Okay. Sinon, ce serait super cringe quand même, si en gros... on savait exactement quelle personne je regarde. Donc, tout ce que le device sait, c'est que au moment où tu regardes quelque chose, par exemple un bouton, il y a une espèce de hover qui apparaît, et quand je tape avec mon doigt, je clique sur ce bouton. Mais la seule information que j'ai, moi, en tant que développeur, c'est le gars, il a cliqué sur un bouton, quoi. Okay. Ensuite, au niveau de la caméra, parce que ça c'est une information aussi importante, il n'y a pas de possibilité pour l'instant, ce qui d'ailleurs dans certains cas est un peu un problème, d'avoir le flux de, si tu veux, tes yeux, quoi, le flux de la caméra de ce que tu vois.
parce que là, littéralement, c'est un plus gros problème, quoi. Après, pour parler codage, c'est globalement une nouvelle plateforme un peu dans la lignée d'iOS. Il y a des choses en commun avec iOS, il y a des choses en commun avec macOS, par exemple. Et globalement, c'est la même façon de programmer que pour des apps iOS, c'est-à-dire Swift UI, avec évidemment toute une partie 3D au-delà de ça, parce que évidemment, avec ce device, tu vas faire du 2D dans l'environnement, mais tu vas aussi faire beaucoup de choses en 3D, quoi. D'accord, ok. Question un peu bête et idiote, mais parce qu'on a appris qu'il y avait très peu de devices en circulation, donc comment est-ce qu'on fait pour développer sans toucher l'appareil, est-ce qu'il y a un simulateur, est-ce qu'ils ont étudié un système particulier pour pouvoir au moins tester les bases, comment ça se passe? Ouais. Bah, il y a un simulateur, tout simplement, comme sur iPhone, iPad, Apple TV. Évidemment, c'est frustrant parce que, moi, il faut savoir que moi, j'ai déjà eu la chance d'avoir le device une fois sur mes yeux, sur ma tête en l'occurrence. Donc évidemment, je peux pas vous dire grand chose là-dessus puisque c'est NDA, mais j'ai eu la chance d'aller à Munich. Donc il y a des labs qui sont organisés par Apple où on demande pour y aller, et si on a de la chance, on se retrouve pendant 6 heures à avoir un vrai device en face de soi. Ça veut dire que moi j'ai eu la chance de voir la bête, et c'est ce qui m'a doublement motivé au-delà de tout ce que j'avais déjà vu dans les vidéos et tout ça. Mais à part cette fameuse journée là où j'étais là-bas une fois au mois d'août, le reste du temps je le passe dans le simulateur, c'est-à-dire qu'on a un simulateur qui nous affiche une pièce en pseudo 3D, c'est-à-dire sur un écran, avec évidemment dans la pièce ou plusieurs pièces, il y a plusieurs environnements, hein. On peut être dans une bibliothèque, on peut être dans un salon, on peut être dans un désert ou quelque chose comme ça. Et en gros, pour terminer là-dessus, on a tout ce qu'on appelle les plans, c'est-à-dire les tables, les murs, pour avoir ce qu'on appelle des encores, quoi. C'est-à-dire que si je veux décider de placer une image, par exemple, sur un mur, je peux le faire aussi dans le simulateur, quoi. Ok. D'accord. Donc oui, c'est ça. Tu maîtrises. Le simulateur simule aussi l'espace, les hauteurs, les profondeurs et tout ce qui s'ensuit pour arriver. Est-ce que tu vois aussi, c'est-à-dire que dans le simulateur, il est un peu compliqué à utiliser puisqu'on peut s'imaginer, parce que ta souris en fait sur le Mac, c'est soit tes yeux, soit tes mains. C'est-à-dire que soit tu utilises ta souris pour cliquer, ça veut dire qu'en gros tu verrais quelque chose. Tu regarderais quelque chose avec tes yeux et tu cliquerais, ou alors tu utilises ta souris pour changer la perspective, tu vois, pour tourner ta tête et des choses ainsi. C'est ça, donc voilà. Mais en attendant d'avoir les devices qui n'arriveront que dans le meilleur des cas début d'année prochaine, on n'a pas beaucoup d'autres options, quoi. T'as un devoir de réserve quand on te fait rentrer comme ça dans le simulateur, etc. Tu disais NDA, c'est-à-dire que tu as signé un papier, il y a des choses que tu ne peux pas dire sur les coulisses, on va dire, du développement pour Vision OS, pour Vision Pro, pardon. Non, sur le développement, non, mais sur ce qu'on a vécu à Munich, la vérité c'est qu'il n'y a pas des millions de choses que je pourrais vous dire qui seraient waouh, incroyables, mais il y a quand même 2-3 trucs que j'ai vécu là-bas et qui sont pas forcément documentés, ou qu'on voit pas forcément, qu'on réalise pas forcément dans les vidéos, et que je suis pas censé raconter. Donc heureusement, entre devs qui sommes allés là, ou les gens de notre équipe, on peut s'échanger. Donc on est quand même une petite communauté de devs Vision OS entre temps. Et donc voilà, mais pour l'instant ça reste entre nous, et voilà, entre autres parce que Apple a pas fini de développer le bazar. Donc mais dans l'ensemble, je dois dire que, et ça j'ai le droit de le dire parce que c'est assez vague, on est tous agréablement surpris de l'état dans lequel ils nous ont donné le truc, c'est-à-dire que c'est pratiquement fini, quoi. En fait, c'est pas un truc qui a besoin d'encore. Vous n'êtes pas en train d'essuyer les plâtres. En plus d'appréhender ce nouveau développement, en plus de voir essuyer les plâtres, ce serait pas le truc le plus agréable. En tout cas, pas le truc le plus vendeur pour l'avenir, parce que on l'a vu à la dernière keynote Apple, ils sont demandeurs de développeurs. Ils ont besoin que des gens fassent des applications. Il faut nourrir l'App Store de nouvelles applications. Et là aussi, il y a un enjeu. On s'en doute. Ce serait dommage de lancer un produit
sans avoir de possibilité de l'utiliser, quoi. En gros, c'est un peu ça. En sachant, ceci dit, en sachant au passage que la majorité des apps iOS actuelles et iPadOS actuelles vont tourner sur le device. Hein. La condition, elle est très simple, c'est qu'il faut que ton app n'ait pas d'API qui utilise qui soient des API pré-iOS 14, donc a priori les apps aujourd'hui elles supportent au moins iOS 14, et si ton app est une app typiquement qui est iPad et iPhone, elle va être affichée en iPad en mode paysage, avec un petit bouton qui te permet de la swapper en mode portrait. Par contre, si tu as une app qui est iPhone only, elle va être affichée en mode portrait, à l'inverse, avec un petit bouton qui te permet de la swapper en mode paysage. Donc, la logique de l'usage. Et derrière, voilà. Et derrière, juste pour terminer là-dessus, derrière, évidemment, c'est à toi qui a une app aujourd'hui qui fonctionne sur iPad ou sur iPhone, de la transformer en une app Vision OS qui va donc implémenter par exemple ce qu'on appelle le glass, parce que voilà, sur Vision OS, pour terminer là-dessus, il y a pas de dark mode et de light mode, c'est un mode glass, c'est-à-dire vert, et ce vert va s'adapter à l'environnement en fonction de si tu es dans une pièce claire ou sombre, et aussi toutes les ombres vont être reflétées, c'est-à-dire si tu as une fenêtre qui est affichée au-dessous d'une table, ben, tu verras que la fenêtre elle a une ombre sur la table, quoi. Ok. Tu as déjà un peu réfléchi, puisque tu développes à ce qu'il était possible de développer, donc forcément tu te projettes aussi à qui ça va s'adresser cet appareil, en fin de compte, à monsieur, madame, tout le monde, ou alors avec des objectifs peut-être plus, je pense à l'enseignement par exemple, on a beaucoup parlé de ça en VR, tout ce qui était enseignement, ça avait un intérêt pour ça, ou dans la vie professionnelle, simplement, de manière générale. C'est qui, ça s'adresse à qui parce que c'est coûteux en plus, il y a Ouais. Faut des sous-sous. C'est par là que j'aurais commencé. C'est par là que j'aurais commencé. Je veux dire, je vais pas en offrir un à chacun de mes enfants, sachant que j'en ai 4 pour rappel. Mais ouais, dans un premier temps, ça va être surtout quelque chose d'utilisé, je pense, plutôt professionnellement, c'est-à-dire par exemple, moi j'ai eu une demande à un moment donné pour développer une app, finalement c'est quelqu'un d'autre qui a fait le projet, mais pour développer une app pour des stockbrokers, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont au Nasdaq et qui ont en face d'eux 8 écrans, quoi, tu vois. C'est totalement ridicule d'imaginer d'avoir 8 écrans en face de toi. C'est comme par exemple un des premiers produits consumer que Vision Pro ou des casques similaires vont tuer dans un avenir relativement proche, c'est les grosses télés, parce que c'est ridicule d'avoir une grosse télé physique en face de soi. Donc ça c'est des utilisations, je vais dire plutôt Windows, tu vois, enfin Windows, pas Windows fenêtre, système d'exploitation, mais plutôt fenêtre, voilà. 2D en gros, ou 2D augmenté. Derrière, il y a évidemment toute une utilisation 3D, c'est-à-dire par exemple quand on va prendre des photos stéréoscopiques ou les films en 3D, ou le fait de si tu vois un cœur en train de battre par exemple, et que tu peux faire le tour du cœur, parce que ça c'est un truc de dingue, c'est ce qu'on appelle de la programmation spatiale, c'est-à-dire que c'est un peu space d'ailleurs quand tu développes pour cette plateforme, c'est-à-dire que tu te balades constamment dans la pièce, quoi. C'est assez spécial parce que tu restes pas en face de ton écran parce qu'il n'y a pas d'écran, donc tu fais le tour de ce que tu développe. Faut le penser en 3D. De temps en temps, tu dois revenir à ton clavier, tu vois, pour développer. Mais où est-il ? Tu peux pas prendre ton clavier avec toi. Mais donc voilà, ça c'est la première réponse à ta question. Et la deuxième, c'est que le temps nous le dira. Hein, je veux dire comment ça va être bien accueilli. Moi, je pense que quand on fait la somme de tout ce que ça remplace au niveau financier, finalement, le prix est pas si exorbitant que ça. Ça reste beaucoup d'argent, mais ça veut pas forcément dire que c'est cher. Oui, le remplacement des écrans dont tu parlais, les 8 écrans, la télé éventuellement, et des outils qui par ailleurs existent peut-être matériellement. Je vais pas parler du cœur en l'occurrence, ça coûterait un peu cher, mais et ça poserait d'autres problèmes. Mais voilà, c'est ce que c'est susceptible de savoir remplacer qu'il faut faire rentrer en ligne de compte. Ce qui m'amène à ma
quelque part ma conclusion, enfin ta conclusion. Je le disais en introduction, tu es très investi, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça force le respect, permets-moi de te le dire, dans tout ce qui est écologie, etc. Et comment est-ce qu'on s'inscrit quand on est autant passionné par l'écologie que toi, à finalement travailler à utiliser quelque part un outil, j'allais dire, qui est presque dispensable, parce qu'il existe d'autres choses. Tu viens de nous expliquer qu'effectivement, ça allait remplacer d'autres appareils très consommateurs, très énergivores, etc. Mais il y a quand même voilà, un décalage, je dirais, entre le militant écologiste que tu es et le développeur Apple. C'est rigolo que ça puisse paraître, que tu es. Ouais. Comment on gère ça, en fait? Des fois on parle, moi et moi, parce que voilà, c'est pas facile, mais d'un autre côté, je dirais que le hasard a voulu que choisir Apple, c'était pas forcément le plus mauvais des choix. Pour la petite histoire, fun fact, j'ai essayé de faire un swap de carrière cette année, c'est-à-dire que j'ai essayé de partir 100% dans la politique et de terminer idéalement au Parlement européen. Ça n'a pas marché, du coup je suis revenu dans le monde IT, et quand je suis revenu, il y avait Vision Pro. Donc je me suis dit, ça a l'air pas mal. Moi, ce que je pense, c'est que il faudra voir le côté, tu vois, carbone neutral que Apple a beaucoup présenté récemment dans la keynote il y a quelques jours, voir comment ils vont pouvoir aussi produire ce produit de manière le plus neutre possible, voir ce que ça va remplacer et pas forcément rajouter on top. Mais je t'avoue que au-delà d'essayer de m'investir dans l'écologie, j'essaie aussi de m'investir dans tout ce qui est réduction de la consommation et je veux dire degrowth et des choses ainsi. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai dilemme, quoi. Donc c'est pas évident de répondre à cette question. Moi, je pense que on pourrait répondre à cette question en se disant que l'iPhone ou d'autres produits similaires ont quand même apporté aussi leur bien au niveau de la communication et des choses ainsi. Et il y a une des choses que je trouve intéressante, c'est la potentielle réduction de CO2 avec le télétravail qui va être dans le cas de, parce que ça c'est un exemple que je t'ai pas expliqué tout à l'heure, mais le télétravail en utilisant Vision Pro, ce sera une totale autre dimension, quoi. C'est-à-dire que tu auras un avatar qui te représente et tu seras visible directement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est imaginer une vidéoconférence, mais on the rocks, quoi. C'est une toute autre dimension, quoi. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à jouer de ce côté-là. Je suis pas quelqu'un qui prône toutes les solutions par la technologie, mais d'un autre côté, je vois que ce que Apple essaye de faire, c'est pas toujours complètement mauvais, même si je reste très critique sur Apple pour terminer là-dessus, parce qu'il faut autre chose. Bien sûr, voilà. et puis bon, c'est souvent interprété, d'ailleurs c'était le cas un petit peu, j'écoutais les échos de la dernière keynote, ça passe un peu, faut le dire aussi, pour du greenwashing, comme on dit, alors qu'on sait aussi que, parallèlement à ça, on en avait parlé il y a quelques années maintenant, d'un rapport, si je me souviens bien, qui plaçait Apple plutôt en bonne position parmi tous les fabricants de smartphones, et qui l'avait placé du côté plutôt vert que du côté rouge cramoisi, comme certaines autres marques qu'on ne citera pas, mais qui ne faisaient aussi bien au niveau écologique qu'au niveau éthique, ne montrait aucune patte blanche, alors qu'Apple faisait déjà à l'époque des efforts. Alors tout n'est pas tout vert, pour être tout à fait dans la bonne couleur, mais il y a les efforts, tu me confirmes, ou tu m'affirmes que ce n'est pas que du greenwashing, c'est aussi, il y a une volonté derrière. Moi, c'est ce que je pense. On va dire que je suis à moitié biaisé, mais pas complètement biaisé, dans le sens où je sais que quand Apple fait des choses encore très très mal à mon sens, c'est-à-dire l'évasion de taxes par exemple, et le fait de pouvoir utiliser l'évasion des milliards, là je continue à être très 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 critique là-dessus. Il faut jamais oublier que Apple est devenu vert, entre autres parce que Greenpeace s'est donné beaucoup de mal. Il y a au tout début, je faisais Pomcast avec la campagne A Greener Apple, aussi par le fait que Apple est une société suffisamment assez intelligente pour avoir compris que être vert c'est un business model. Donc on peut appeler ça du greenwashing si on veut, mais si au final ça réduit le résultat qui compte de carbone,
Voilà. Donc au final, tout est à gagner. Et effectivement, là, je te parle depuis un casque Fairphone. Oui. Donc Fairphone est une société que je continue à adorer, mais quand on compare, c'est ce que tu disais, le rapport Green il y a quelques années, dont j'adorerais avoir une mise à jour parce qu'il date il date quand même de 2017. Oui. Finalement, Apple était quand même le deuxième juste derrière Fairphone, peut-être même potentiellement le premier dans certains cas. Et les gens qui me critiquent par rapport à ça, c'est en général les gens qui me sortent un Samsung de leur poche, ou qui ont les produits de Jeff Bezos. Donc à un moment donné, je veux dire, faut critiquer ce qui est critiquable, et je pense que la dernière communication par rapport à la petite vidéo avec Mère Nature de Apple, c'est à la fois fun, à la fois entertaining, et à la fois ça va dans la bonne direction, tout en sachant que ils prennent des risques dans le sens où ils mettent la charrue avant les bœufs potentiellement, mais c'est comme ça qu'on fait avancer la machine. Ils se mettent eux-mêmes la pression. Et donc, comme ils se mettent la pression, on va continuer à leur mettre la pression. Et donc, voilà, l'idée, c'est que si tout le monde va dans la même direction, mais après, je serai le premier, pour terminer là-dessus, je serai le premier à être heureux s'ils arrêtaient de sortir tous les ans un nouvel iPhone. Ils pourraient sortir tous les 2 ans un iPhone, mais il faut jamais oublier que je connais entre-temps, je connais très peu de gens qui changent régulièrement d'iPhone. Et quand je dis régulièrement, ça veut dire tous les 2-3 ans. La majorité des gens que je connais gardent leur iPhone entre 5 et 7 ans maintenant. Et parce que voilà, les OS, il n'y a pas un Android à part Fairphone qui tient aussi longtemps qu'une version d'iOS sur un ancien device. J'ai pas qu'on dise qu'on essaie de faire de la pub ou du prosélytisme pro-Apple ou quoi que ce soit, mais je l'ai déjà dit dans ce podcast, donc je peux le répéter. J'ai gardé un SE première génération pendant plus de 6 ans, et avec beaucoup de bonheur, et m'en séparer était un crève-cœur, parce que voilà, c'est à un moment donné, il faut quand même suivre un peu l'évolution des choses aussi, et le prochain, j'espère bien le tenir aussi 6 ans minimum pour être tout à fait clair. 7 ans, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, c'est totalement faisable. Moi, mes enfants, par exemple, il y en a un qui a un SE de première génération, justement. Il y en a une autre qui a un 6S. Ma plus grande a récupéré mon X à un moment donné. Et voilà, ça continue à tourner, quoi. Par contre, effectivement, les AirBuds remplis de colle qui sont pas recyclables, alors c'est pas le device le plus monstrueux du monde non plus, hein, il faut être honnête, mais malgré tout, les montres connectées, ça, c'est des trucs qui se réparent pas, ça c'est agaçant, quoi. C'est un peu énervant. On va pas refaire tout le truc. On est totalement d'accord. Mais voilà. Mais en même temps, d'accord, mais on verra comment Apple, parce que là pour l'instant il parle que de CO2, hein, il parle pas vraiment encore de réparabilité. Hein. Ouais, et ça, il y a encore des efforts à faire de ce côté-là, ou en tout cas à refaire, parce que ça a été réparable à une époque, et c'était très bien. Mais là, voilà, c'est un petit peu particulier. On va pas en refaire des louches, si tu veux bien. Mais voilà, c'était un plaisir de t'écouter, Stuff, et bravo pour cette reconversion, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire aussi, à l'occasion, Same Player Shoot Again, tu y reviendras, hein, à la politique et à ce genre de choses-là, de manière plus professionnelle. Dans quelques années, au pire. Au pire, voilà. Et donc, il suffira de s'y remettre un bon coup. Mais je sais que de toute façon, tu continueras à militer. Et voilà. Merci beaucoup. Passe de bons moments avec ce nouvel OS. J'allais dire ce nouveau jouet. C'est un peu ça. Hein. C'est comment il faut le dire. C'est un peu ça. Je suis un peu toujours le même qui avait son Commodore 64 quand il avait 11 ans en 1987. Le nombre de chroniqueurs qui m'ont dit ça dans ce podcast. Merci à toi, Stuff. À très bientôt. Salut. Merci, à bientôt. Ciao. Voilà qui clôture cet épisode 414 des Technos. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres chroniqueurs, évidemment. Et puis d'ici là, vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux, là où nous partageons notre veille technologique, vous le savez, à longueur de journée, et là où vous pouvez également partager nos différents contenus. Passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Salut.